Parfait. Fait que, ben, merci d'être avec nous aujourd'hui, Monsieur Icard. On voulait profiter de votre expertise sur ce qui se passe en Haïti, sur l'histoire d'Haïti. Donc, je voulais lancer une première question. Là, on entend beaucoup parler ces jours-ci de la situation politique qui se dégrade du côté d'Haïti. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples des tensions qui existent dans le pays en ce moment? Euh, en ce moment, qu'est-ce qui serait... Le pays est non géré et contrôlé par des gangs armés, et je dirais contrôlés par ceux qui contrôlent ces gangs. Entendons-nous, ces gangs ne sont pas entièrement libres comme on aurait pu penser, pas entièrement spontanément. Il y a des gens qui ont armé ces gens-là, qui les équipent en armes, en munitions. Quand on pense qu'il y a un embargo sur les armes en Haïti depuis plus de 20 ans, et que malgré tout, c'est un des pays où les armes circulent le plus librement. Complètement incompréhensible quand on pense à, comment dirais-je, l'allégresse avec laquelle ces bandits tirent, donc utilisent beaucoup de munitions qui ne sont pas produites en Haïti. Là aussi, ils sont alimentés quelque part. D'accord? euh, Qu'est-ce qui permet tout ceci? En fait, la situation a commencé à détériorer davantage après le séisme de 2010. Intervention massive de l'international et surtout des Américains qui en ont profité pour imposer un candidat qui n'était pas parmi les favoris, pas parmi les premiers au premier tour. Et à ce moment-là, enfin, il y a assez de preuves, de témoignages, d'évidences pour affirmer que cette élection a été manipulée par la communauté internationale, principalement les Américains, puisqu'à l'époque, le délégué pour Haïti des Nations Unies, c'était Bill Clinton. Sa femme était ministre des Affaires extérieures, secrétaire d'État pour les États-Unis. En fait, bref, il concentrait tous les pouvoirs. Et il y a eu de grands projets élaborés pour la reconstruction d'Haïti, mais on n'a jamais vu où est passé cet argent. Argent, soit dit, entièrement contrôlé par l'international. Et on n'a jamais su ce que cet argent est, ce qui est arrivé à cet argent. Par la suite, il y a eu le fonds Petro-Caribé, un fonds du Venezuela, mais là, encore, ces gouvernements nommés par l'international, ce gouvernement a complètement dilapidé cet argent. On parle d'à peu près 4 milliards. Donc, tout ce qui pouvait aider le pays à s'en sortir a été complètement dilapidé. Et évidemment, ça a créé beaucoup de tensions dans le pays. Les choses ont éclaté en 2018 quand le Venezuela, connaissant ses propres problèmes, étant en grande difficulté, a mis fin à l'accord Petro-Caribé. Il s'en est suivi également, vu les fluctuations du marché international, une hausse spectaculaire du pétrole qui a provoqué des grandes manifestations en Haïti. Et c'est au cours de ces grandes manifestations que des jeunes, et je tiens à souligner que le jeune qui a pensé ce slogan, il l'a pensé à Montréal, c'était un jeune vivant à Montréal, où est passé l'argent de la Petro-Caribé, ce qui a donné lieu à un vrai mouvement social en Haïti, où à travers le pays, des grandes manifestations qui demandaient où est passé l'argent de la Petro-Caribé, exigeant la fin de l'impunité également. Et c'est à partir de ce moment-là que les gangs sont vraiment apparus. Il y en avait déjà, mais le premier grand massacre, on le situe, le massacre de la Saline, autour de novembre 2018, quelques jours avant une manifestation prévue. Peut-être on créait des débordements, on créait que ça soit, disons, une vague qui aurait emporté le gouvernement. Il y a eu un massacre à la Saline. Et depuis lors, les gangs, en fait, ont repris le contrôle de la rue aux manifestants. Ça a été vraiment, c'était plus possible parce que les gens étaient battus,
ou gazés par la police ou encore attaqués par les gangs. Alors, la stratégie a été en février 2019, pendant 10 à 12 jours, ce qu'on a appelé un pays lock, c'est-à-dire grève générale totale en Haïti. On ne sait pas comment le gouvernement a pu s'en sortir, mais en fait, les premières personnes qui sont venues à son secours, ça a été l'ambassade américaine et la communauté internationale. C'est eux qui ont permis à ce gouvernement-là. Par la suite, les gens ont essayé différentes formules, notamment un accord avec le gouvernement entre novembre 2019 et janvier 2020, mais le gouvernement a boycotté cette tentative de négociation et à partir de février 2020, de janvier 2020, a constaté, disons, la caducité du Parlement. Donc à partir de ce moment-là, il n'y avait plus de Chambre des députés et une bonne partie du Sénat, son mandat avait expiré. Parce que depuis 2010, il n'y avait pas eu d'élection législative sous le gouvernement de Martelly et Jovenel Moïse n'a jamais réalisé d'élection législative non plus. Donc, le Parlement mis à mal, le pouvoir judiciaire attaqué également. Alors, les gens se disaient que la logique qui avait permis au gouvernement de mettre fin au mandat du Parlement en janvier 2020, selon cette logique, le mandat du président devait prendre fin le 7 février 2021. Mais ce 7 février 2021, à 2 heures du matin, le gouvernement a réagi en arrêtant d'abord un juge de cassation qui, pense-t-il, aurait pu être prévu pour être président provisoire, une vingtaine de personnes qu'on accusait de complot contre la sûreté de l'État. Et dans l'après-midi, ils ont mis à la retraite de façon complètement arbitraire et illégale 3 juges de la Cour de cassation. J'essaie de vous expliquer, à partir de l'exemple du Parlement et de l'exemple du pouvoir judiciaire, comment les institutions du pays ont été systématiquement démantelées, l'une après l'autre. Et évidemment, un pays sans institutions, difficile de faire fonctionner ce pays-là. Il y a eu, dès le début de cette année 2021, une initiative de la société civile pour, comment dirais-je, essayer de proposer une alternative à l'anarchie qui régnait, d'autant plus que l'international a un seul mot à la bouche, il veut des élections présidentielles demain matin dans cette situation, ce qui est complètement, enfin, je ne veux pas dire incompréhensible parce qu'on comprend très bien où ils veulent en venir, mais il y a un mouvement massif de la société pour rejeter cette solution. Et c'est ça l'initiative de la société civile pour une solution haïtienne à la crise. La solution haïtienne à la crise étant un gouvernement d'union nationale pendant 2 ans pour remettre en place les institutions avant d'aller aux élections. Mais ça, il y a certains appuis, mais pas toujours. Alors, tout ceci pour dire quoi? C'est que quand l'initiative de la société civile arrive à maturité, c'est-à-dire il y a un plan pour 2 ans, on s'entend sur un plan de gouvernance pendant 2 ans, on a un document qui est signé par à peu près 400 formations politiques ou formations de la société civile et à peu près 500 personnalités. Quand on accouche, si vous voulez, de cette mesure-là, bon, c'est là qu'on a, par exemple, encore une fois, grosse initiative des gangs qui, cette fois, vont kidnapper une quinzaine de missionnaires américains, dont un étranger. Alors, la question
Il s'agit encore une fois de reprendre l'initiative politique à la société civile. Il s'agit aussi pour certains secteurs, à mon avis, d'essayer de provoquer encore une fois une intervention des troupes étrangères en Haïti. Parce que sachant qu'ils seraient protégés par une autre occupation militaire. Ça leur a réussi dans le passé et ça pourrait leur réussir encore. En fait, on en est là aujourd'hui. Qu'est-ce qui va arriver? Bon, enfin, on espère que ce qui est le principal appui de ces gens-là étant l'international, sous houlette américaine, je dois dire, parce que les États-Unis, en fait, contrôlent le jeu en Haïti et les autres pays qui, dans le passé, ont pu, comment dirais-je, faire entendre une voix différente. Je pense évidemment au Canada. Je pense aux positions courageuses du gouvernement canadien dans le passé en Haïti. Là, maintenant, c'est un peu silence radio. D'accord. Puis, si je comprends bien, là, cette instabilité-là en Haïti a beaucoup de répercussions sur les populations haïtiennes, là. On le voit beaucoup dans les médias ces temps-ci. Euh, il y a ce que vous appelez la traversée des Amériques à pied. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de migrants haïtiens euh, qui partent de l'Amérique du Sud pour se rendre aux États-Unis. C'est pas nouveau, on entend beaucoup parler ces temps-ci, là, mais si on fait des recherches un peu dans les médias, on voit que ça date déjà du début des années 2010. Là. Fait que, d'où viennent ces migrants-là d'origine haïtienne? Depuis des années 2010, ça ne fait pas vraiment, là, mais rapidement, là, je ne sais pas si on a le temps pour ça, mais rapidement, ça serait dommage de ne pas mentionner que c'est encore une situation assez ancienne, c'est vrai. C'est que au début, Haïti a été complètement mis en quarantaine par beaucoup d'autres pays, enfin quasiment par la communauté internationale. Et Haïti a été complètement mis en quarantaine. C'était le pestiféré qu'il fallait isoler pour que le mauvais exemple, à savoir la libération des esclaves, l'indépendance des colonies, ne contamine pas les autres. Donc, il n'y avait pas de migration en Haïti jusqu'à l'application de la doctrine Monroe, l'Amérique aux Américains, où les États-Unis vont occuper successivement la plupart des pays de la Caraïbe et de l'Amérique centrale. L'occupation américaine d'Haïti a été la plus longue de la région et la plus difficile. Et Haïti a hérité du rôle de réservoir de main-d'œuvre de la Caraïbe, allant couper la canne sur les plantations de compagnies américaines à Cuba et en République dominicaine, ce qu'on a appelé la traite verte. Pour la République dominicaine, parce que je sais que vous en avez parlé un peu plus tôt au cours de cette soirée, les États-Unis occupant les deux pays se contentent simplement de transporter la main-d'œuvre d'une partie de l'île à une autre, sans formaliser ce mouvement. Et c'est ce qui va permettre, un siècle plus tard, enfin un peu plus d'un siècle plus tard, la fameuse décision 173, qui va faire que environ 200 000 Haïtiens vont être déchus de 200 000 citoyens d'origine haïtienne vont être déchus de leur citoyenneté dominicaine. Parce qu'il n'y avait pas de registre, si vous voulez, de ces arrivées de migrants. On ferme la parenthèse. Donc, c'est la première pénétration américaine. La deuxième, ça va être le régime des Duvalier, où là, beaucoup d'Haïtiens, d'abord, sous François Duvalier, ça va être des professionnels. C'est une partie de cette immigration qui va se retrouver au Québec, qui va être la première vague migratoire haïtienne au Québec. Et ensuite, sous Jean-Claude Duvalier, ça va être surtout des ouvriers. En Amérique du Nord aussi, mais dans toute la Caraïbe. Dans toute la Caraïbe, à faire le même travail, travail agricole, services, surtout dans l'hôtellerie, etc. Et après 86, bon, les soubresauts, il y a certaines périodes où il n'y a eu aucune migration, quand il y avait un espoir en Haïti, mais depuis 86, c'est selon la conjoncture. Quand c'est beaucoup plus difficile, évidemment, ça crée un certain mouvement de migration.
Ce qui est arrivé plus récemment, c'est qu'il y a une grosse diversification au début du 21e siècle, où beaucoup d'Haïtiens se sont rendus d'abord au Brésil, ensuite au Chili, où ces pays avaient une attitude extrêmement ouverte et généreuse au niveau de l'immigration. Bon, il y avait des besoins de main-d'œuvre également, particulièrement au Brésil, pour la Coupe du monde de football, pour les Jeux olympiques, etc., dans la construction. Bref, il y a eu beaucoup d'Haïtiens se rendre dans ces pays-là. Malheureusement, les gouvernements plus progressistes qui étaient au pouvoir sont aujourd'hui dans l'opposition. Et il y a la montée d'une droite, comme un peu partout dans le monde, comme dans beaucoup d'autres pays dans le monde, raciste, réactionnaire, anti-immigration. Un discours anti-migratoire qui fait peur. Et ces gens d'Amérique du Sud, voyons ce qui se passe en Haïti maintenant, le règne des gangs, etc., évidemment, dégradation de la situation économique. Plutôt que de rentrer en Haïti, certains vont entreprendre à pied le voyage d'Amérique du Sud, du Brésil ou du Chili vers la frontière américaine. Leurrés en quelque sorte, ou on les a leurrés volontairement, par ce qu'on appelle la TPS, Temporary Protected Status, statut protégé temporaire, qui avait été accordé à un certain nombre d'Haïtiens aux États-Unis après le séisme de 2011 et renouvelé après le dernier séisme encore, parce qu'il y a eu un autre séisme. Alors, les gens pensent que s'ils sont aux États-Unis, ils auront cette TPS, alors que c'est complètement faux. La TPS, ce n'était pas pour les nouveaux arrivants, c'était pour les gens déjà sur le territoire américain. Mais bon, il y a des réseaux organisés et ces gens entreprennent un voyage. Ça a créé littéralement un mouvement de masse parce qu'il n'y a pas que des Haïtiens, il y a d'autres nations de l'Amérique centrale, du Sud, il y a même des migrants qui viennent d'Afrique qui rejoignent ce mouvement au Panama. Et on en a parlé récemment, je pense surtout à cause des images spectaculaires du traitement indigne subi par ces personnes aux mains de gardes frontières américains à la frontière du Texas, surtout en traversant le Rio Grande, où ces gens étaient chassés au lasso comme du bétail, Oui, c'est ça, on fouettés voit. avec les rennes, etc. Ça a donné lieu à un mouvement d'indignation, je veux dire, dans le monde, là, où, enfin, j'ai pas de mots pour expliquer ça, là. Mais ça a été quelque chose qui a provoqué de fortes réactions aux États-Unis d'abord et dans tout le monde. C'est vraiment complètement indigne ce qui se fait là-bas. Alors, c'est un peu ça, ces personnes. Et pour la plupart, ce n'est pas les gens les plus pauvres. Parce que ce voyage, il faut payer les passeurs, il faut traverser la jungle du Darien, c'est quelque chose. C'est un véritable enfer végétal. Mais justement, ça, Et pouvez-vous nous en parler de la jungle du Darien? Parce que c'est quelque chose qui ressort beaucoup, mais on n'imagine pas c'est quoi les conditions de cette jungle-là. Là. Ça a l'air d'être quelque chose de toute qu'une épreuve. Là. bon, c'est la forêt quasiment, c'est la forêt. La forêt, il n'y a pas de route. C'est des pistes à pied, des arbres géants, il y a des animaux, il y a des bandits. Enfin bref, les gens sont exposés à tous les dangers et c'est vraiment l'enfer végétal là. La plus grande partie se trouve au Panama, mais entre le Panama et la Colombie, je pense. Et c'est là qu'il y a le plus fort taux de mortalité en chemin. Il y a des endroits où il faut payer des passeurs pour traverser certaines rivières qui seraient difficiles ou impossibles à traverser autrement. Mais dans la jungle du Darien qui dure, je ne sais pas moi, 10-12 jours, cette traversée-là, enfin, disons, c'est là qu'il y a le plus de morts. Disons ça comme ça, là. C'est là que le plus haut taux de perte, là. Et bon, ensuite, c'est la remontée par le Mexique et puis arriver sur la frontière américaine, parfois sur la côte ouest, et puis plus récemment, ça a été la frontière du Texas qui a été le plus.
Mais l'idée, c'est que ce que je voulais souligner, c'est que ces gens-là, pour avoir les moyens de réaliser ce voyage, ils ont dû économiser pas mal au Brésil ou au Chili. Parce qu'on estime que ça coûte entre 7 et 10 000 dollars par personne, les coûts de ce voyage-là. Donc, et quand ces gens-là regardent ce qu'il y a en Haïti, ils se disent que c'est préférable de tenter ce voyage. Parce qu'ils ont des nouvelles d'Haïti, enfin, les communautés, ils ont des parents en Haïti, recevoir des lettres, des informations, et ils sont très bien au courant de ce qui se passe en Haïti. Et c'est souvent avec l'accord de leurs parents qu'ils prennent la décision d'entreprendre ce voyage. C'est quelque chose d'atroce. Atroce. Oui, parce que si je comprends bien aussi, il y a un peu l'aspect de, ils espèrent pouvoir se rendre aux États-Unis pour y trouver un emploi, puis ensuite pouvoir assurer en partie les besoins de leur famille qui sont encore à Haïti. Là. Il y a une espèce de recherche de revenus. Bon, d'abord, c'est pas des stratégies individuelles, c'est des stratégies familiales. Il y a quelqu'un, la famille va aider une personne à partir, aller au Chili, au Brésil, et quand cette personne, bon, oui, elle va envoyer de l'argent en Haïti, mais quand elle peut, elle va faire venir les membres de la famille qu'elle peut faire venir. Ou encore, bon, donc, il y en a qui voyagent toute cette route-là avec des enfants. Il y a des enfants qui traversent le Darien. Bon, il y en a aussi que ils n'avaient pas encore fait venir leurs enfants, donc ils vont aux États-Unis espérant faire rentrer un jour les parents, les proches, femmes, enfants, etc., rester en Haïti, ou s'ils ne peuvent pas, continuer à les aider financièrement. Parce qu'aujourd'hui, Haïti, ben, le principal revenu d'Haïti, c'est les transferts de la diaspora. C'est les transferts de la diaspora qui expliquent que le pays n'est pas encore complètement effondré. Et là, on parle de plusieurs milliards de dollars, là. 3-4 milliards là. Et je sais pas, c'est l'aide internationale qui fait vivre Haïti, c'est les transferts. Pas mal. Puis sinon, pour terminer ça sur une note un petit peu plus positive, là, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour, disons, contribuer à améliorer cette situation-là, à agir solidairement avec Haïti, avec les Haïtiens? Qu'est-ce qu'on peut faire ici, plus localement, pour, dans la mesure du possible, là, venir en aide à ces populations-là? Au niveau migration, pour ce qui est des rescapés du Darien, peut-être pas grand-chose, mais je dirais qu'au niveau migration, faut quand même pas qu'on oublie ceux qui sont ici et qui, pour des raisons que j'ai du mal à comprendre, particulièrement au Québec, qui travaillent dans des secteurs essentiels au niveau de la santé et qui sont incapables d'obtenir un statut permanent. Alors qu'au début de la pandémie, c'était nos anges gardiens, on les appelait. Et on parle au Québec de nécessité de créer des emplois alors qu'on a 200 000 postes vacants. Et parmi les postes occupés, certains dans des secteurs essentiels sont remplis par des rescapés du chemin Roxane des États-Unis il y a 2 ou 3 étés. Ces gens-là travaillent beaucoup dans le secteur de la santé. Et il y a une ouverture au fédéral, mais au Québec, non. Et ils sont incapables de régulariser leur statut. Je pense qu'il y a des questions à poser à ce niveau-là. Par rapport aux autres dans le monde, en fait, on a commencé par la situation d'Haïti parce qu'on se dit que la racine du problème, c'est en Haïti. Et dans le passé, on a déjà eu des prises de position très courageuses du Canada dans le dossier d'Haïti.
Malheureusement, ce temps semble être révolu. Et je pense que voir à ce que le gouvernement canadien rectifie un peu les positions, je pense que ça devrait être l'objectif principal. Parce que le Canada est certainement très bien informé de ce qui se passe en Haïti. Le Canada connaît la situation, aussi bien les gangs, l'alimentation des gangs, etc., etc. Et tout ce qui a pu se faire, comment dirais-je, de pas correct au niveau de la communauté internationale. Et le Canada fait partie quasiment de toutes les tables importantes ou qui pourraient être décisives dans ce dossier-là. Et je pense que sa présence dans ces lieux de pouvoir pourrait être beaucoup plus intéressante, beaucoup plus efficace, beaucoup plus profitable pour ceux-là qui se battent pour une situation beaucoup plus normale en Haïti, qui se battent pour au moins rétablir les choses dans le pays et donner un espoir au pays. Après 86, les moments où on avait l'impression qu'il y avait de l'espoir dans le pays, il n'y avait aucune migration. Il n'y avait pas de migration. Et donc, quelque part, il y a un travail à faire pour rétablir les choses en Haïti, pour reconstruire les institutions et permettre au peuple haïtien de faire ses propres choix. Et qu'on ait de véritables élections, pas des sélections par l'un ou l'autre pays étranger. On a essayé cette formule à plusieurs reprises depuis 1986. Elle n'a jamais marché. Et je ne comprends pas qu'on s'entête à vouloir faire la même chose en espérant qu'un jour, il y aurait un résultat différent. C'était la définition d'Einstein de la folie furieuse. Effectivement. Donc, mais merci beaucoup. Fait que si je comprends bien, t'en faire des pressions au provincial pour régulariser les travailleurs qui sont venus ici, puis au fédéral pour qu'ils prennent des positions plus courageuses à l'international, surtout en faveur d'Haïti. Donc, deux axes d'action potentiels pour aider la situation comme on peut. Donc, je vous remercie beaucoup, M. Icard, pour votre temps. C'était très enrichissant, très intéressant. Puis ben, j'espère qu'on aura l'occasion de se reparler puis que dans des meilleures circonstances pour Haïti, peut-être. Je vous remercie et si vous me permettez un message très personnel, Bien sûr. je tiens à saluer un ami que je n'ai pas vu depuis longtemps, mais avec qui j'ai eu de très bons moments. Je veux parler de Gervais Leroux, qui, je sais, est un des fondateurs de votre centre et qui était à la COSI aussi, à Solidarité Canada, Sahel, etc. Et on a mené des combats ensemble et je lui souhaite les meilleures chances dans celui qu'il mène actuellement pour lui-même. Merci. Merci à vous. Une bonne fin de journée.